j'ai envie de te poser cette question-là parce que c'est venu dans l'actualité il n'y a pas longtemps. Puis, parenthèse à part, les gens qui écoutent sur YouTube, des fois, si on fait des références à l'actualité qui sont un peu qui n'ont plus de sens au moment où vous l'écoutez, c'est normal, là, parce que les podcasts sont en différé. Mais il y a quelques jours, il y avait une nouvelle comme quoi vu qu'on parlait de technologie avant de commencer, ça m'a fait penser à ça. Il y avait une nouvelle comme quoi le gouvernement réfléchissait à mettre des caméras là, sur les policiers. Je ne sais pas ce que tu en pensais de ça. Moi, j'ai un policier dans ma famille, un policier retraité dans ma famille, puis lui, il avait l'air d'être quand même assez pour ça, je te dirais. Ben, je ne sais pas si je suis pas ou contre, mais ce que je peux dire, c'est l'analyse d'un économiste, c'est à quel point ça change les comportements. Euh, Premièrement, il faut comprendre que, bon, j'essaie de mettre les éléments en un morceau, là. Il y a la partie du fait que les policiers ont quand même une tâche qui requiert énormément de jugement. Mhm. Et des fois, il y a des éléments qu'une caméra ne peut pas vraiment capturer. Donc, tu ne peux pas capturer, par exemple, disons, l'impression d'une menace qui pourrait se produire Non, ou non, non. la possibilité d'une attaque. Après ça, donc ça, c'est difficile à amener. Et est-ce que à cause de ça, à cause que cet élément-là, la caméra fait en sorte que les policiers deviennent plus réservés et donc il y a plus d'actes qui dégénèrent? Hum. Donc, tu sais, je dis pas que ça n'a pas d'effet. Je pense qu'ici, la question est largement empirique. Euh, et je suis sûr qu'il existe bien des études qui montrent un effet positif ou un effet négatif, mais je ne serais pas surpris qu'il n'y en ait pas beaucoup qui gèrent la totalité de la question. Mhm. Je serais très sceptique que ça ait un gros effet, surtout que s'il y avait un effet si important que ça, les officiers, les corps de police auraient déjà adopté la chose. Largement, pas parce qu'ils se soucient de l'image publique, mais largement parce que les policiers sont excessivement coûteux, surtout lorsqu'il y a des plaintes pour la ville, lorsqu'il y a euh, des poursuites contre la ville, en fait, lorsqu'il y a des wrongful deaths. Ben, ça te permettrait aussi de te débarrasser d'un policier moins bon plus rapidement avant qu'il arrive à l'âge de la retraite, etc., etc. Je ne peux pas imaginer que si ça avait vraiment un si gros effet que ça, il y aurait pas, ça ne serait pas déjà adopté. Donc, j'ai un scepticisme à l'égard d'un effet positif ou négatif, mais je suis pas mal convaincu que l'effet doit être mineur. La seule partie que je pense qu'il peut avoir un effet, c'est vraiment la perception des gens, des corps de police. Donc là, qu'ils ont l'impression de transparence, même si au final, Ouais. ça ne change pas vraiment grand-chose, parce que le gros des problèmes des corps policiers, ça se produit bien avant l'action policière, c'est dans l'allocation de quelles routes sont patrouillées, c'est dans la division des tâches, dans où est-ce qu'on affecte un policier versus un autre policier, c'est dans l'acquisition d'équipements, par exemple aux États-Unis avec la militarisation des forces policières. C'est tous des trucs qu'une caméra peut pas communiquer, donc ça serait. Je pense pas que c'est comme la marge pour la transparence qui est la plus importante. Il y a bien d'autres aspects que je trouverais plus importants. Puis juste avant de te laisser reprendre, je pense que je dirais, puis ça ne s'applique pas tant que ça ici, mais d'enlever aux États-Unis ce qu'ils appellent qualified immunity, c'est-à-dire que les policiers ne sont pas liable, ne sont pas responsables civilement pour certains types de décharge d'armes à feu, donc où est-ce qu'ils tuent une personne, ils ont une certaine immunité criminelle qui est pas complète, mais comme je dis, qualified, ça veut dire qualifié, une immunité avec certaines qualifications. Ça, je pense que j'enlèverais ça. Probablement que ça aurait un plus grand effet Mhm. sur l'utilisation de la force et l'utilisation contenue de la force qu'une caméra qui ne communique pas grand-chose. Ouais. Ouais, lui, il avait l'air de dire, puis c'est sûr que c'est pas une solution miracle, là, comme en fait souvent aucune solution, là, mais lui, ce qu'il avait l'air de dire, c'est que beaucoup de policiers ont peur, en fait, que leurs actions soient prises un peu hors contexte, Il y a ça puis aussi. que finalement, ben là, ce qui est rapporté dans le journal ou à la télé, c'est un policier abat un homme dans une station-service, mettons. Ben là, si tu as le vidéo qui montre l'homme qui essaie de tessonner le policier avec une bouteille cassée, ton jugement de pourquoi il l'a abattu, peut-être, en tout cas, en voyant les faits, tu vas te dire, ouais, moi, si j'avais été à la place du policier, j'aurais peut-être fait la même chose parce que j'aurais eu peur
que cet homme-là porte atteinte à ma vie. Mais là, quand c'est pris un peu hors contexte, puis tout ce que tu vois, c'est l'image du gars sans vie par terre. Puis là, ben, s'il faut en plus, mettons que l'homme appartienne à une minorité visible, ben là, ça soulève tous les débats qu'on entend habituellement. C'est peut-être qu'on pourrait avoir une vision des choses. Je ne dis pas qu'elle serait plus objective, mais en tout cas, peut-être qu'on aurait plus d'éléments pour juger sur une base plus factuelle ce qu'on voit. Puis ce que tu as dit par rapport à, je ne sais pas comment tu as appelé ce truc-là, mais dans le fond, pas l'immunité, mais le Qualified immunity. Qualified immunity, je ne sais pas si c'est la même chose que j'écoutais un des podcasts qu'a fait Michel Kelly-Gagnon il n'y a pas longtemps, puis il parlait avec une dame qui disait qu'elle avait été arrêtée dans une manifestation aux États-Unis, puis quand elle s'était rendue, parce que il était question qu'elle avait enregistré le policier dans son intervention, puis le policier, dans le fond, a pris son matériel, puis ils ont confisqué. Puis elle disait que ça, elle avait le droit de faire ça, puis lui, il disait que non. Puis ce qu'elle expliquait, c'est que quand tu vas en cours, par exemple, dans un dossier comme ça, toi, en tant qu'individu, tu ne peux jamais plaider que tu ignores la loi. Tu ne peux jamais dire je ne le savais pas, que je n'avais pas le droit de faire ça. Mais ce qu'elle disait, puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou si ça va un peu dans le sens de ce que tu disais, c'est que la Cour avait comme blanchi ou disons excusé le comportement du policier parce qu'eux invoquaient l'idée que dans le feu de l'action, le policier avait fait ça en pensant que c'était le règlement de faire ça. Donc, le policier, lui, qui incarne la loi, a comme le droit d'ignorer la loi ou d'ignorer un règlement. Ça paraît quand même un peu paradoxal. Oui, il y a plusieurs choses là-dedans que je ne sais pas comment exactement démêler live on the spot comme ça, mais je te dirais 3 choses d'importance. La première, c'est la question vraiment des incitations. Si tu donnes aux policiers une grande marge de manœuvre, tu leur donnes une marge de manœuvre pour faire des bonnes choses, mais tu leur donnes aussi une grosse marge de manœuvre pour faire des choses qui sont plus alignées avec leurs intérêts propres qu'avec celui de la sécurité publique. Donc là, il y a ce problème-là qui existe. Et c'est là que je suis très sceptique du rôle de la caméra comme d'avoir un effet, parce qu'il y a toujours des zones très claires, comme George Floyd, excuse-moi, c'était très clair que c'était de l'utilisation abusive de la violence. Peu importe comment tu regardes, c'était de A à Z. Le pire scénario que tu pouvais dire, c'est que c'était hautement questionnable. Right? Qu'il y avait une sorte. Le débat, c'était est-ce que c'était manslaughter ou est-ce que c'était un type d'homicide plus poussé. Il y avait un gros débat sur quel type de crime ça rentrait dedans, mais il y avait clairement quelque chose de criminellement responsable. Mais des fois, tu as aussi des cas très, très clairs. Vincent, je t'arrête 2 secondes. C'est drôle parce que quand c'est arrivé, l'histoire de George Floyd, on a fait un énorme état de la méthode d'arrestation avec le genou et tout ça. Ouais. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est même enseigné à l'école de police au Québec. C'est ça. C'est ça, que cette méthode-là est enseignée, mais la question, c'était est-ce que c'était approprié? C'était ça la question qui était en cours. Est-ce que c'était la bonne méthode? Et c'était aussi la durée sur laquelle il a été appliqué. Donc, c'était généralement pour calmer la personne. Si la personne ne se calme pas après un certain moment, il y a d'autres méthodes qui sont en jeu. Mais mettons ça de côté. Ça, c'est un cas où est-ce que tu peux clairement dire que tu es à un extrême que c'est plus facile de faire un jugement. Tu as aussi un autre extrême où est-ce que c'est très facile de faire un jugement, que c'est un rightful shooting, donc c'était adéquat, c'était la bonne réponse. Mais l'espace entre ces 2 extrêmes-là est rempli de nuances grises qui sont difficiles à départager. Donc, la question, c'est comment tu fais pour limiter le nombre, ça c'est même mon deuxième point, comment tu fais pour limiter le nombre? Parce que si le problème, c'est ces cas-là, où est-ce que tu peux peut-être défendre le policier, mais tu peux voir aussi comment il a mal agi et qu'il n'y a pas une manière claire de dire de manière juste. Donc, tu peux dire hors d'un haut niveau de doute que c'était la bonne chose ou la mauvaise chose. Comment tu fais pour limiter le nombre de ces cas-là, les cas extrêmes pas clairs? Mais la question, c'est là que les grosses incitations sur comment tu organises les corps policiers deviennent plus importants. Donc, par exemple, quand tu disais la madame qui cite qu'elle n'a pas le droit de citer la loi, bien, c'est sûr que c'est un bon concept légal de dire que tu ne peux pas justifier ton action par l'ignorance de la loi, mais tu peux aussi un peu le justifier quand il y a tellement de lois que c'est déraisonnable de demander aux gens de toutes les connaître. À un moment donné, il y a un principe de base que les lois devraient être abstraites, donc pour qu'elles soient compréhensibles des gens
pas que ça devienne Du cas par cas. d'assur-législation. D'assur-législation dans lequel on légifère les exceptions, auquel, au lieu d'établir des exceptions, on légifère des exceptions. Là, c'est complètement différent. Et donc, dans ces cas-là, tu as de plus en plus de situations dans lesquelles les accrochages peuvent se produire. Et juste par probabilité, les zones grises que je te mentionne se peuplent davantage d'observations dans un cas comme ça. Donc, la surlégislation dans la société, probablement à cet effet-là. Le deuxième point que je ferais, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on assigne les policiers nécessairement à certaines missions? Donc, par exemple, c'est pas pourquoi ça devrait être tous les services policiers pour tout type d'activité de sécurité qui est produite. Par exemple, pourquoi des policiers dans des barrages d'alcool? Pourquoi 8 policiers? Parce que si tu regardes Noël, dans le temps des fêtes, quand tu arrives à un barrage policier, tu as à peu près toujours au moins 3 équipes de policiers, donc à peu près 6 personnes, des fois plus. Tout simplement parce que s'ils arrêtent quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste au barrage et qu'il y ait une unité qui est roulante, qui amène la personne qui est en état d'ébriété au poste de police. Mais pourquoi ça doit être nécessairement des policiers? Ça pourrait être des gardes de sécurité, ça pourrait être d'autres types de forces policières. Parce que quand tu y penses, ce qui est nécessaire pour devenir un policier, ça nécessite énormément d'entraînement, ça nécessite énormément de ressources et c'est énormément spécialisé. Et tu décides d'affecter des policiers à des efforts de gestion routière. C'est hautement discutable que tu as peut-être alloué selon les bases les plus pertinentes. Donc, ça, c'est peut-être une autre marge d'incitation qui est importante, c'est à quelle mission tu affectes des ressources policières? Est-ce que tu les affectes nécessairement au cas pertinent? Donc, dans des cas comme ça, par exemple, tu te dis, bon, on va prendre le rookie, le nouveau, qui n'est pas nécessairement le plus compétent. Excuse-moi, le rookie qui est très compétent, qu'on voit qu'il y a un jugement très développé, on va l'assigner au trafic parce que c'est le plus jeune. Et celui qui a plus d'expérience, mais qui n'est pas aussi bon, on va l'assigner à telle autre mission. Mais là, ce que tu fais, c'est que tu n'es pas en train d'affecter du personnel policier selon l'avantage comparatif à toute fin pratique, et donc que tu te retrouves avec encore plus d'observations dans la zone grise. Donc, ma critique un peu des forces de police, ce n'est pas exactement une critique des forces de police, c'est une critique des incitations qui existent dans certains endroits sur comment la production de sécurité se produit. Et ce n'est pas que la police est inhéremment méchante ou bonne, parce que j'ai ça, cet argument-là, parce que j'ai ça aux États-Unis entre les gens de Black Lives Matter et par exemple, Blue Lives Matter avec Heather McDonald du côté conservateur. Ces gens-là sont un peu sur l'idée qu'il y a quelque chose d'inhérent aux policiers qui fait d'eux bons ou mauvais. Alors que moi, je dis, si tu donnes aux policiers des tanks pour faire la gestion de la guerre contre la drogue, il y a des bonnes chances que les méthodes dans lesquelles ils s'entraînent sont des méthodes qui utilisent davantage de violence et non pas des méthodes plus pacifiques de gestion des conflits. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que tu les as conditionnés dans un setting où ils s'attendent plus probabilistiquement à davantage de violence. Ouais. Mais, par exemple, enlève la guerre contre la drogue, puis une partie de mon problème se termine. Puis non seulement ça, mais on en a parlé quand on parlait des vices. C'est pas un crime prendre de la drogue. Tu es un imbécile, selon moi, si tu décides de te geler à chaque jour. Tu pourrais faire quelque chose de plus productif avec ta vie, mais c'est pas un crime. C'est même pas immoral. C'est juste mon jugement de valeur, c'est ça. Mais je peux pas te juger sur faire ça. Puis à qui t'as fait mal autre qu'à toi? Personne. Donc, go ahead, smoke your crack. I don't care. Ouais, mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Vincent, si on laisse des drogues en liberté, les gens consommer des drogues, tu t'imagines les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ils vont s'en prendre à d'autres personnes, puis etc., etc. Oui, bien, la partie de la santé mentale, c'est peut-être la partie sur laquelle j'ai une justification à faire parce qu'il y a un rôle à l'État pour des cas qui sont... Parce que la justification d'un libéral classique, c'est que l'être humain est doté de raison et donc peut prendre en compte ses responsabilités. Mais les problèmes de santé mentale, c'est que c'est là que la personne, des fois, ne comprend pas sa responsabilité. Donc, je peux voir un rôle pour l'État d'intervenir en ce domaine-là. Le problème, c'est que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour prévenir les cas de santé mentale, il faut limiter la liberté des gens et donc la responsabilité des gens.
Je suis un petit peu mal à l'aise avec ça. Je comprends que ça veut dire qu'il va y avoir plus de cas, probablement. Mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Surtout que je pense que l'effet est probablement beaucoup plus petit qu'on croit. Je suis très sceptique de l'effet. Puis non seulement ça, mais une partie de l'effet qu'on voit maintenant lié aux drogues, c'est surtout par le fait que la qualité des drogues sur le marché est probablement inférieure à ce qu'elle pourrait être. Que si tu avais un marché compétitif, ouvert et transparent dans lequel les gens peuvent évaluer la qualité, peuvent consulter, par exemple, avec un médecin pour savoir quoi consulter. Alors que, tu sais, aujourd'hui, tu essaieras de demander à un médecin, tu sais, quel type de choses tu devrais consommer comme drogue douce ou drogue dure. La conversation ne peut pas être tenue, même si c'est fréquent que je connais des collègues libertariens aux États-Unis qui, je ne dirais pas de nom parce que je sais qu'on n'est pas si écouté que ça causerait problème, mais j'en connais un médecin qui dit des fois à ses patients, ben, prends ce type de pote-là chez cette personne-là, je ne t'ai rien dit, we didn't talk or anything, mais ça va t'aider avec tes symptômes. Puis va juste voir ce gars-là parce que lui, il fait celui qui tient compte. C'est pas. Imagine dans un marché légalisé, tu aurais probablement plus de ces formes de conseils-là. Donc, les situations dans lesquelles la consommation dégénère seraient probablement plus limitées. Oui. Mais c'est vrai que les outils qu'on donne aux gens dans certains contextes, ça va vraiment influencer là, les comportements beaucoup plus que ça, les solutions qu'on essaie de mettre par après. Là, je reviens un peu sur l'histoire des policiers. Là. Quand tu regardais un peu le dossier d'Eric Chauvin, c'est pas pour rien qui s'est ramassé pendant, je pense qu'il est condamné à 23 ans ou 28 ans de prison. En tout cas, j'oublie le pas chiffre vu exact. J'ai pas vu le chiffre exact, mais le gars, il avait un long pédigré. Là. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement là que je m'en allais parce que j'allais te poser la question. Je me souviens vaguement qu'il y avait eu un certain nombre. En fait, pas que je me souviens vaguement. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs cas de brutalité policière, mais je ne me souviens pas le chiffre. Mais vaguement, ce que je me souviens, c'est le chiffre qui était donné, mais que c'était. Ça se compte sur deux mains. Là. Que c'était pas, il me semble que j'avais 12 ou 13. C'est ça, que c'était un nombre assez significatif. Donc, que tu peux dire que c'était un outlier. Mais c'est ces genres de cas-là que je pense que tu pourrais dépeupler un peu de la distribution statistique si tu t'enlevais, par exemple, Qualified Immunity, donc que les policiers ont une certaine imputabilité, mais aussi que tu te mettais à déréglementer certaines parties de la vie au quotidien. Donc, par exemple, la consommation de drogue. Donc, les forces policières seraient entraînées moins souvent à gérer des cas liés à ça. Puis d'ailleurs, en passant, les gens pensent que ça veut dire qu'on laisse les gens consommer de la drogue en public. Non, tu peux très bien avoir des lois permettant aux gens de boire de l'alcool, mais de ne pas boire dans la rue. Tu peux étendre ça facilement à des choses comme ça. Donc, on va enlever cette crainte-là de côté. Mais la troisième chose, c'est que tu peux aussi spécialiser ton corps policier dans les missions dans lesquelles il y a un avantage comparatif et les autres tâches, tu les lègues au secteur privé. Donc, tu as une sorte de semi-privatisation des forces policières. Et dans un cas comme ça, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas besoin d'embaucher le policier marginal. Donc, mettons, tu dis, on va l'embaucher juste pour faire de l'enquête, on va simplifier, là, on fait juste faire les enquêtes sur les homicides. Mais tu as besoin des 100 premiers employés qui se présentent et tu vas choisir les 100 en premier, les 100 marginalement plus productifs. Mais si Derek Chauvin, c'est le 101e, ben, tu n'as pas besoin de l'embaucher maintenant parce qu'à cause que tu as privatisé une certaine portion des services, comme par exemple les barrages routiers, ben maintenant, tu en as juste besoin de 100, pas 125. Donc, dans un cas comme ça, ton corps policier te coûte moins cher, mais tu as aussi fait en sorte que des gens qui sont marginalement moins bons comme policiers se retrouvent dans d'autres marges de travail avec moins d'autorité. Surtout que la capacité de jugement, c'est vraiment si tu regardes les études psychométriques, le jugement dans des situations à haut stress, pas que les gens n'ont pas de jugement, mais l'exercer dans une situation à stress avec des décisions rapides, ce n'est pas un talent qui est facile à développer. C'est dur à mesurer aussi, c'est ça l'affaire. C'est excessivement dur à mesurer. Donc, c'est peut-être mieux de prendre les cas que clairement ils montrent ça,
puis tu n'essayes pas de départager les cas un peu infra qui sont juste à la marge, mais que tu peux spotter les inframarginaux. Je ne sais pas comment le dire plus simplement, mais le meilleur, il se distingue facilement. Mais Ouais. celui qui est comme au milieu ou qui est ordinaire, tu n'es pas capable de le distinguer s'il est meilleur d'un autre, qui est juste bien meilleur, mais tu ne sais pas à quel point il est meilleur, tu ne peux pas le mesurer facilement. Les grosses différences se voient, les petites différences ne se voient pas. Dans un cas comme ça, ben, peut-être c'est mieux d'essayer de voir sur combien de gens qu'on peut voir clairement qui sont qualifiés, on va les embaucher pour ça. Le reste, on peut déléguer une partie des missions des corps policiers vers autre chose. Donc, dépolicer un peu la société. Puis non seulement ça, mais ça, c'est là que la gauche a souvent raison. Sur les forces policières, tu as beaucoup de choses qui peuvent être faites par la communauté. Ils ne savent pas qu'ils ont raison là-dessus parce qu'ils ne disent pas de la bonne manière. Mais c'est par exemple juste le fait que pense juste à quelqu'un qui a sa maison en haut de son commerce. Ouais. Donc, tu as un quartier, au lieu d'avoir, par exemple, un quartier purement zoné, donc zoné purement commercial, où tu n'as personne qui vit dans le quartier, ben, c'est un quartier dans lequel il y a plus de chances de commettre un crime et de t'enfuir avec, à moins que tu dépenses une fortune sur des équipements de sécurité. Mais si tu as quelqu'un qui vit en haut de son commerce, il y a des yeux sur la rue. Puis ça, c'était l'urbaniste Jane Jacob qui en parlait. Il disait, Eyes on the street, ça compte pour énormément. Parce que quand tu as une communauté vibrante autour, qui est organique, ben, tu as comme une sorte d'effet de. Il y a du policing qui se fait sans qu'il y ait une force policière, parce que les gens savent qu'ils peuvent être vus par le reste de la communauté dans laquelle ils habitent. Un peu ce qu'on voit dans les plus petites villes, là, mettons. Là, exactement. Moi, je viens d'un coin où personne ne barrait ses portes. Là, presque personne. Puis les portes des autos sont débarrées. C'est ce genre de choses. Oui, parce c'est le genre que de tu place dis aussi. toujours le voisin regarde. Puis. Ben non seulement ça, mais c'est le genre de place que je suis sûr que s'il y a un char que personne ne connaît qui se stationne dans la rue, tes voisins vont le remarquer. C'est ça. Donc, l'idée que tu peux avoir parce que la question, ce qu'on veut au final, c'est quoi? C'est une forme d'effet déterrant sur la criminalité. Mais est-ce que ça a besoin d'être la police qui produit cet effet déterrant-là? Pas nécessairement. Par exemple, c'est ça que généralement, les gens de gauche sont un peu choqués de ce que je dis, mais avoir une arme à feu, c'est un déterrant très, très puissant contre le crime. Surtout si tu ne sais pas qui a une arme à feu. C'est pour ça, par exemple, que je dis souvent aux États-Unis, la raison que les États-Unis ont un plus haut taux d'armes à feu, c'est parce qu'ils ont beaucoup de crimes. Ce n'est pas les armes qui causent le crime, c'est le crime qui cause les armes. Les gens qui ne s'en sentent pas en sécurité achètent des armes à feu pour justement se protéger parce qu'ils ont une perception d'un environnement violent. Dans un cas comme ça, ben, c'est un effet déterrant. S'il est gros, je ne pense pas qu'il est très gros d'ailleurs. Je pense qu'on exagère l'effet des armes à feu sur minimiser les crimes. Mais ça minimise les crimes contre certains segments de la population. Ça, c'est très clair. Mais en général, est-ce que l'effet des armes à feu est si grand que ça? Je pense que ça arrive. Honnête, là, ça probablement que ça moyenne à 0. Surtout qu'il y a une étude que j'aime beaucoup, puis ça revient à ce qu'on disait. Ce que tu veux, c'est un peu réduire le nombre de cas où est-ce que tu vas avoir des zones grises qui émergent. Ben, il y a un article d'un économiste, Ed Glazer, qui essaie d'expliquer la violence aux États-Unis par des armes à feu, pas à travers le temps, mais par compter à un certain moment, et de voir si le nombre d'armes à feu utilisées répondait au nombre de crimes qui étaient dans des domaines illégaux. Pourquoi dans des domaines illégaux? Donc, pas, tu sais, donc, on parle, genre, par exemple, un drug deal qui finit croche. Ben, dans un cas comme ça, ce type de crime-là, l'arme à feu est un mécanisme d'adjudication extra-légal, donc qui est en dehors du système légal, mais tu t'en sers pour faire respecter un contrat. C'est dur, c'est weird dit de même, mais c'est ça que ça fait. Tu n'as pas respecté ta pramole, tu as violé mon droit de propriété que je perçois, donc j'utilise de la violence contre toi. Boum, ben, c'est ce mécanisme. Mais lui, ce qu'il montre, c'est que les spillovers de cette violence-là sont beaucoup plus importants dans les endroits où est-ce que ce type de crime-là est présent. Donc, les armes à feu confirment un peu la thèse que c'est le crime qui détermine la présence d'armes à feu. Est-ce que l'effet est positif? Les gens perçoivent ça. Si tu en venais, par exemple, à
Elle disait, on va arrêter de faire du policing de toutes ces choses-là. On va laisser les gens légaliser des transactions comme vendre de la drogue ou de la prostitution, ou etc. Mais dans ce cas-là, les chances qu'il y ait des événements violents sont réduites. La chance qu'il y ait des événements violents se réduisent, ça veut dire moins de chances de débordement, moins de chances de débordement, moins de chances des cas dans les zones grises qu'on parlait au début. Vraiment, là, si tu veux analyser la question des abus de la perception des gens face aux services policiers, c'est pas une affaire c'est pas Émilie Nicolas versus Mathieu Bock-Côté. Non. C'est beaucoup plus l'analyse des incitations dans la production des services de sécurité et ce qui entoure ça. Ouais. Parlons-en d'incitation. J'en profite pour expliquer que Yann n'est pas là encore. Les gens l'auront deviné après 20 minutes, mais je ne l'avais pas mentionné. Je mettrai peut-être un disclaimer au début. Là. Yann là, est dans son déménagement, là, donc il est comme indisponible là, pour aujourd'hui et les prochains jours. Donc, si vous êtes encore coincé avec moi et Vincent exclusivement. Je suis vraiment désolé. Ben oui, c'est ça. Il faut quand même s'excuser. Mais parlons-en des incitatifs. Puis, en fait, j'ai fait je t'ai enligné là-dessus au début parce que ça a un peu un lien, tout ça, avec ce dont on voulait parler aujourd'hui. Les armes, la police, les incitatifs. On voulait glisser un mot de ce qui se passe à Cuba en ce moment. C'est une population complètement désarmée au prix avec un espèce de régime là, disons qui est probablement l'un des derniers vestiges à proprement parler communiste qu'il y a sur Terre, là, parce que la Chine, c'est devenu un peu autre chose avec le temps. Il y a quand même une certaine économie de marché en Chine. Il y a quoi? Il y a le Vietnam. Je pense qu'il y a encore une espèce de dictature un peu communiste. Mais je pense que Cuba, c'est pas mal un des derniers bastions là, de cet idéal-là, pour employer. Je mets des gros guillemets. Oui, s'il te plaît, mets des guillemets là. sur idéal, Ouais. là, parce que même à l'origine. Pour beaucoup de gens, ça l'est, hein, malheureusement. On a de la misère à comprendre ça, mais pour beaucoup de gens, ça l'est. Quand je dis beaucoup, je ne sais pas quel chiffre ça peut représenter, mais il y en Peu a quand importe même le plusieurs. nombre, c'est trop. C'est ça, c'est trop. Mais c'est ça, les gens je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air, ces événements-là, au moment où le podcast va sortir sur YouTube, mais en tout cas, ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est beaucoup de gens dans les rues de Cuba qui réclament. En fait, je pense que le coup de grâce de tout ça, c'est la gestion de la pandémie. Ouais. Puis c'est drôle parce que je parlais, je vais essayer peut-être de faire quelque chose avec lui là, en termes de podcast, là, mais je parlais avec un de mes amis qui a comme collègue une Cubaine que sa famille s'est sauvée de là-bas. Puis elle me disait que, en fait, elle lui disait que comme leur système là-bas ont très peu accès, en fait, à des médicaments, les lockdowns qu'il y a eu à Cuba, un peu comme dans le reste du monde où il y a eu des hard lockdowns, ça a créé toutes sortes de problèmes psychologiques. C'est pas besoin d'être un devin pour s'en rendre compte. Là. C'est même un peu partout dans les journaux. Là, les consultations en psychiatrie, en psychologie ont explosé, en fait, là, depuis le début de la pandémie puis des lockdowns. Et là-bas, en fait, tu peux consulter, mais il n'y a pas de médication qui peut être donnée. Donc, il y a des gens qui sont en détresse psychologique. Et puis, le crime, apparemment, est en montée en flèche très rapidement depuis le début de la pandémie là-bas. Et puis, grosso modo, le gouvernement ne fait pas grand-chose en fait, il est un peu impuissant dans tout ça. Puis, de ce que j'ai compris, c'est l'élément vraiment déclencheur pour beaucoup de gens de prendre la rue en ce moment, là, parce que les problèmes là-bas ça dépasse un peu l'entendement, en fait. Oui, en fait, il y a tellement de choses à dépacter là-dedans. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est en fait, la première chose que je vais dire, c'est le sentiment le plus honteux que la plus grosse peine que j'ai face à ce qui se passe à Cuba, c'est que Raúl Castro a réussi à s'enfuir juste à temps. Et donc, un autre Castro va s'échapper à n'importe quelle forme de justice. Donc, c'est un peu triste. Puis ça va donc faire que le seul tyran d'Amérique latine qui a vraiment payé le prix de ses crimes, c'était Pinochet. Ouais. Alors que tous les autres, surtout Castro, puis je pense qu'on devrait mettre Castro et Pinochet sur le même piédestal, se sont
les Castro et Pinochet étaient des personnages qui ont fait énormément de tort à des gens qui étaient fondamentalement innocents. Et uniquement l'un d'entre eux a pu être puni d'une manière pour ses gestes. Donc, ça, c'est un peu la grosse tristesse que j'ai, c'est que Raúl Castro a réussi à s'enfuir. Puis alors que Fidel Castro. À quoi? Il doit être rendu à des 90 ans avancés. Ouais. 90 ans. Et que Fidel Castro, lui, est mort d'une belle mort. Oui, pleurer d'ailleurs par notre cher premier ministre. Donc, non, on va juste laisser Trudeau de côté là-dessus. Il était tellement. C'était le commentaire. Mais c'est parce que sur Cuba, il y a vraiment. Il y a tellement de choses à démystifier. Puis pour les auditeurs, là, on va mettre quelque chose au clair pour que je puisse un peu établir. Je vais faire un argument d'autorité ici. J'ai publié énormément d'articles scientifiques sur Cuba dans plusieurs journaux scientifiques, donc British Medical Journal, qui est la section Global Health, Health Policy and Planning, Explorations in Economic History. J'en ai un autre qui est en considération dans Public Choice. Donc, j'ai écrit énormément sur la question des soins de santé, surtout les soins de santé à Cuba. Et parce que c'est un des plus gros mythes, là, en fait. Là, ça. Moi, j'entends, je me faisais dire ça quand j'étais à Polyvalente. Là, oui, il a donné à manger, il a soigné son peuple, blablabla. Oui. Bien, l'argument qui est fait, ça vient de gens de gauche. Puis la réponse de gens de droite, ça a toujours été bien, les chiffres sont trafiqués. Alors qu'en réalité, les chiffres sont probablement pas trafiqués. Mais le point que je fais comme économiste, puis là, ça n'a aucun rapport avec mon idéologie, c'est vraiment de l'économie pure, ce que je fais. Je vais dire mon jugement de valeur. N'importe quelle dictature est atroce et aucune personne qui se dit moindrement libérale. Puis ça, il y a des libéraux qui ont fait l'erreur. Par exemple, quand il y avait certains libéraux qui défendaient Pinochet parce qu'il faisait des réformes free market. Non, c'est le package deal de la démocratie libérale, c'est tout ou rien. Tu n'as pas de moitié-moitié, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de compromis à faire sur ces parties-là. Mais à Cuba, ce qui se passait, c'est que les gens essayent de faire eux, un compromis, mais de l'autre bord. C'est-à-dire que, OK, d'accord, c'est pas un démocrate, mais il a fait des bonnes choses, notamment en santé. Le point que je fais, c'est que la raison qu'il a fait des choses en santé, c'est parce que il n'a pas concentré sur la santé en général, il est concentré sur quelques aspects de la santé. Et ils ne l'ont pas fait parce que c'était vraiment dans l'intérêt du peuple cubain, c'est parce qu'ils se servent de la production de soins de santé comme un mécanisme de répression. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souligné. Les physiciens à Cuba sont membres de l'armée, d'une part. 2, ils doivent rapporter l'information de leurs patients au gouvernement central. 3, les patients n'ont pas de droit à la vie privée. 4, ils n'ont pas le droit de refuser des traitements. Donc là, tu as 4 éléments vraiment importants. C'est les médecins qui représentent à peu près 1% de la population, ce qui est incroyable, sont une partie de l'armée. Donc, tu devrais voir que l'objectif de produire des soins de santé ici, c'est de protéger le régime contre l'insurrection et de collecter l'information par les médecins. Donc là, tu devrais voir clairement qu'il y a quelque chose de pas cachère dans ça. L'accident qui se produit, c'est que ça améliore certaines dimensions de la qualité de vie. Donc, par exemple, à cause que le régime essaie de se maintenir par cette répression-là, il y a quand même des soins de santé qui sont dispensés dans le processus. Le problème, c'est qu'ils sont le type de soins de santé qui est arrangé, c'est peut-être pas celui que les Cubains veulent. Parce que ce qui se passe, c'est que le régime cubain aussi, pour se donner bonne presse à l'international, établit des cibles de mortalité infantile qui doivent être atteintes et les médecins sont punis s'ils n'atteignent pas ces cibles-là. Et ça fait en sorte que les médecins cubains, pour atteindre ces cibles-là, utilisent des méthodes assez discutables. Et donc, on se rappellera aussi le 4e point, que les gens n'ont pas le droit de refuser un traitement recommandé par un médecin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un marché noir gigantesque pour des services médicaux à Cuba. Donc, tu as des médecins qui participent pas qui participent pas, mais qui font du sideline dans le marché privé illégal. Donc, ils peuvent se faire arrêter. Les pénalités sont incroyables.
euh, les médecins, quand ils utilisent dans les casas de maternidad, ils peuvent interner des mères qui n'ont pas des bons comportements lorsqu'elles sont enceintes, peuvent les interner de force. Ils ont le droit de faire ce qu'on appelle des pressured abortion, donc contre le gré de la mère. Comme ça, c'est fait en Chine, d'ailleurs. Oui, mais c'est vraiment des méthodes atroces. Puis Ben c'est oui. pas juste moi qui le souligne, là. C'est des trucs qui viennent d'organisations de droits humains qui Ouais. soulignent les Médecins sans abus. frontières, puis tout ça. Médecins sans frontières, Human Rights Foundation, avec lequel d'ailleurs je collabore depuis 2 ans. Donc, je suis pas un membre, mais je vais à leurs conférences chaque année. Je suis toujours sur le panel sur Cuba. D'ailleurs, j'y vais à la conférence à Miami cette année. Donc, je suis toujours, j'ai un attachement très fort à la question, mais ce que je souligne, c'est qu'il y a des violations incroyables pour que les médecins atteignent leur cible. Et une des choses qui réussissent pourquoi ils atteignent leur cible comme ça, c'est que, un, ils empêchent certaines naissances qui seraient peut-être problématiques ou plus à risque de se produire, donc réduisent le nombre de décès. Mais il y a aussi une autre affaire que les gens ne savent pas, c'est comment est-ce qu'on définit mortalité infantile. Mortalité infantile, c'est dès que l'enfant est né. Ouais. Mais la mortalité dans les 7 premiers jours, ce qu'on appelle en anglais, c'est Early Neonatal Death, partage les mêmes causes que ce qu'on appelle Late Fetal Death. Donc, les décès qui viennent alors que l'enfant est mort in utero. Ouais. Ces décès-là partagent des grandes causes et les médecins sont capables plus ou moins facilement de savoir qu'est-ce qui est quoi. Quand ils pensent qu'il y a une bonne chance qu'il meure brièvement après la naissance, ils vont faire des actions qui font en sorte que l'enfant meure ou soit reclassifié tout simplement comme un décès late fetal. Et le résultat, c'est que tu as une reclassification et en reclassifiant, il y a plein de décès qui sont exclus. Et la manière de voir ça, c'est que normalement, tu prends tous les pays dans le monde sur lesquels tu as le nombre de morts dans le early neonatal, dans les 7 premiers jours, et le nombre de décès late fetal, puis tu fais le ratio de 1 sur l'autre, il est plutôt stable à travers tous les pays. Mais il y a une place dans le monde où le ratio est comme 10 pour 1, alors qu'en moyenne, c'est à peu près 2 à 4 pour 1. Donc, tu imagines que c'est 3 à 5 fois plus que ce qu'on voit partout dans le monde, c'est Cuba. Et ça, c'est un signe pas d'une manipulation statistique, mais comment les incitations des politiques gouvernementales font en sorte que l'indicateur de la mortalité infantile ne veut absolument plus rien dire. Ce n'est plus une mesure du bien-être. Et là, quand on regarde d'autres mesures du bien-être en santé à Cuba, Cuba ne performe pas aussi bien. Cuba ne performe pas très bien sur la mortalité maternelle, par exemple. Ne performe pas aussi bien sur certains types de maladies qui sont de déficience nutritive. Donc, le régime est beaucoup plus faible qu'on réalise. Les maladies qui sont liées au traitement des eaux, par exemple, donc toutes les waterborne diseases, Cuba ne performe pas aussi bien. Mais le fait le plus dramatique, puis ça, je pense que je vais te laisser après ça reprendre la balle, parce que là, ça fait trop longtemps que je parle, c'est que correct. les gens aujourd'hui, les gens qui défendent le régime cubain soulignent « Ah, regarde, Cuba est exceptionnel en Amérique latine en termes de mortalité infantile. » Mais ce que vous oubliez de souligner, c'est que Cuba était déjà exceptionnel en termes de mortalité infantile avant la Révolution. En fait, quand tu regardes dans les années 1950, Cuba a un niveau de mortalité infantile à cette époque-là qui rivalisait déjà avec celui de plusieurs pays occidentaux. Donc, est-ce que vraiment Cuba était exceptionnel aujourd'hui à cause de Castro ou est-ce que c'est juste quelque chose d'exceptionnel qui a continué à travers le temps que la Révolution n'a pas affecté? Dans un article scientifique avec mon ami Jamie Pavlik, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé en utilisant des pays qui ressemblaient à Cuba, mais qui n'ont pas eu la révolution et qui n'ont pas eu de dictateur communiste. Donc, on a essayé de trouver un échantillon qui ressemblait. Ce qu'on trouve, c'est que dans les 15 premières années du régime, il y a eu plus de morts qu'il y en aurait eu normalement. Dans les années subséquentes, ils sont revenus vers le niveau auquel Cuba aurait été s'il n'y avait rien qui avait changé, s'il n'y avait pas eu la révolution. Donc, au final, le régime performe dans le long terme pas mieux, pas moins, pas mieux, pas plus mal, je ne sais pas comment dire ça, pas pire, pas meilleur que ce qu'il aurait fait normalement. Mais la différence, c'est que dans la période intermédiaire, où est-ce qu'ils ont causé plus de décès, on parle d'à peu près 60 000 enfants qui sont morts
inutilement. Donc, la défense du régime cubain sur ça, il y en a zéro. Il y en a zéro. Ceux qui essayent de dire ben, on peut ménager la chèvre et le chou, on peut garder le bébé en jetant l'eau du bain. Non, il faut que tu comprennes que la nature du régime cubain, c'est que pour produire de la répression et se maintenir au pouvoir, ils ont besoin de ce mécanisme-là dans lequel ils ont un avantage comparatif comme dirigeants. Ils produisent ce mécanisme-là, mais l'effet que ça a, c'est que sur d'autres dimensions de la santé, les Cubains sont en moins bon état. Le régime ne performe pas particulièrement bien relativement. Donc, l'effet causal est pas mal zéro. Donc, il n'a pas amélioré, il n'a pas exactement empiré. Et en plus de tout ça, ben, le grand coup, c'est que les Cubains sont massivement plus pauvres qu'ils ne l'auraient été autrement. Donc, le jugement qu'il devrait avoir à l'égard du régime de Cuba, c'est négatif de A à Z. Si tu dois faire un take or leave, parce que tu ne peux pas les séparer, tu ne peux pas avoir les pièces séparées, ça devrait être un leave, pas un take. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours eu beaucoup chez les intellectuels de gauche. Là. Ça a commencé même à l'époque de l'Union soviétique. Il y en a même eu plusieurs qui ont eu dans un premier temps des sympathies pour l'Italie fasciste parce que Mussolini déclarait la guerre aux banques, parce qu'après tout, à la base, c'était des socialistes. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours eu chez certains, je ne dirais pas tout, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est de même, c'est vrai. Il y en a des intellectuels de gauche qui sont plutôt libertaires ou disons de tendance anarchiste qui refusent l'appui à toute forme de dictature ou de régime autoritaire. Parfait, ça les honore. Mais il y a toujours eu chez beaucoup d'intellectuels ou de mouvements de gauche une espèce de tentation à supporter toutes sortes de régimes autoritaires que quand tu regardes dans le concret, si on regarde ce que c'est que l'État de Cuba et le gouvernement cubain, on s'en envoyait par conversation privée d'exemples de tout ça. Je veux dire, comment les gays ont été persécutés, abusés par le régime cubain. Même la personne dont je te parle me signifiait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que ça s'est fini ça, dans les années 90 ou début des années 2000. Ouais, Castro s'est excusé. Ouais, ben, si tu étais gay, aller jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, tu n'avais pas le droit d'aller à l'université. Ce genre de truc que tu n'imagines pas dans un pays libre. Ben, en fait, ce qu'on oublie, par exemple, ça, Castro a été. Ça n'a même pas fait les manchettes tant que ça, mais tu Google Castro apologizes, donc un dictateur qui s'excuse, ça devrait te dire quelque chose, sur l'ampleur de carrément ce qui s'est passé. Castro s'est excusé pour avoir mis dans des colonies, donc d'avoir à toute fin pratique emmuré des gens qui avaient contracté le sida. Donc, tu sais, c'est pas. On oublie qu'il y a des mesures vraiment extrêmes qui ont été adoptées. On parle du droit ou même de la survie des gens qui étaient homosexuels. On peut parler des libertés individuelles qui étaient carrément absentes. Après ça, le droit de culte. On entend beaucoup ça chez, entre autres, souvent les gens de gauche vont être très bruyants envers des mesures comme par exemple la loi 21 ou des trucs qui ont attrait à la laïcité en général. Ben, Cuba, c'est un des rares États au monde où l'athéisme est une position d'État, pas la laïcité. L'athéisme, ça veut dire que comme dans tout bon régime communiste, la religion est vue en fait comme une maladie mentale. Écoute, c'est vrai, j'ai trois réponses à ça. La première, c'est que quand tu regardes, ça devrait être une bonne idée. Ça, c'est le genre d'affaires que les économistes, on aime voir parce que tu peux voir l'effet causal. Quand tu regardes les gens qui sont de première génération cubaine et que tu réussis à te concentrer surtout sur les gens qui sont vraiment les premiers à arriver. Pas à premier arrivé en termes de temps, mais genre que si tu dis ben c'est la dernière génération qui est arrivée, ben on regarde quand ça fait 1 an qu'ils sont là seulement. Magiquement, pour une raison qu'on ignore, leur arrivée aux États-Unis les rend plus religieux. Et donc, on a des taux de dévotion, donc de visite à l'Église, qui sautent de 30, 40, 60 points relativement à ce qui est mentionné pour Cuba. Tu dis oui, c'est ça, les gens n'étaient pas religieux avant. Traverser cette frontière magique dans l'océan les a rendus religieux. Je te dirais que j'y crois pas. C'est que ce que tu vois, c'est l'effet du coût de pratiquer ta foi qui a changé la minute que tu as traversé la frontière. Mais là, les gens pouvaient... C'est ça. Ben, c'est ça. Mais l'autre chose que je pense qui est vraiment important de souligner sur
la nature du régime cubain, pourquoi il y a des gens qui en font l'apologie. C'est que, puis là, c'est une idée que j'explore avec toi, là. C'est que pour les gens, pour moi, il y a deux gauches. Tu as la gauche, donc quand je parle gauche, là, on va y aller avec vraiment la famille la plus large définie, mais tu as deux sous-traditions. Tu as la tradition orwellienne et tu as la tradition, je ne sais pas un nom que je pourrais donner à ce groupe-là, mais qui est plus avec des tendances autoritaires, parce que la chose qui était distincte à George Orwell, Disons plus socialiste, là, on pourrait dire. qui était socialiste, il ne faut pas se mentir. George Orwell n'a jamais défendu aucune forme, n'a jamais fait une apologie de l'URSS, n'a jamais fait une apologie d'aucun des régimes. En fait, il dénonçait la peine qu'il avait que l'idéal qu'il voulait ne pourrait jamais être atteint. En fait, il y a des gens qui appellent Orwell un Tory anarchist, dans le sens qui attribue une grosse valeur au passé, une grosse valeur aux communautés. Donc, c'est vraiment un personnage exceptionnel dans l'histoire, George Orwell. Mais cette tradition-là, c'est que aux États-Unis, tu auras un personnage comme Henry David Thoreau, par exemple. Oui, ces genres de gens-là qui sont clairement pas des gens que tu pourrais dire free market ou tout ça, mais qui sont fondamentalement volontaristes. Donc, pour eux, la question, c'est l'État est une créature violente, elle est naturellement autoritaire, mais j'ai un rêve que tu pourrais qualifier de socialiste dans un tel cas. Donc, les deux familles, ça pourrait être disons, les étatistes. Et ça serait peut-être plus ça. Si tu veux, ça ressemblerait beaucoup plus à ça. Mais ce groupe-là a une sorte d'immunité naturelle aux dictatures. Et donc, à faire l'apologie de celle-ci, parce qu'ils ont une sorte de compréhension naturelle du fait que l'État est une bête qui veut pas ton bien. La question, c'est qu'il faut que tu organises les règles du jeu d'une telle sorte qu'il y a une pénalité pour les politiciens de mal agir et qu'ils ont une récompense de bien agir. Donc, il faut que tu alignes les incitations du jeu politique. C'est là le rôle des constitutions, c'est là le rôle des contraintes, c'est là le rôle des checks and balances. C'est ça, c'est comme ça que tu contrains, tu essaies de domestiquer cette bête qui est fondamentalement sauvage, tu la domestiques avec des contraintes comme tout en pratique une laisse. Qui fait en sorte qu'elle limite sa tentation à vouloir devenir autoritaire. Mais la version de gauche qui est toujours une version qui est une sorte d'utopie, parce que je ne veux pas mettre dans ce groupe-là, genre la gauche social-démocrate, qui veut juste plus de redistribution, qui veut plus d'égalité, mais qui n'a pas un idéal particulier. Il n'y a pas un monde parfait qui s'imagine. Ils essayent juste de jouer à la marge. Donc, si tu peux t'imaginer ton parti travailliste anglais sous Tony Blair ou le Parti québécois sous Pauline Marois. Pas une gauche radicale, pas de la droite, clairement, mais une sorte de gauche qui essaye de pousser marginalement pour des améliorations Ça, c'est une gauche que j'ai tendance à avoir beaucoup de respect pour parce qu'il y a certains intellectuels derrière. Il y a des idées, je débat plus d'autres bases. Mais là, la gauche qui a une utopie, et que l'utopie est tellement importante, un peu la destination à laquelle ils veulent aller est tellement pertinente qu'ils sont prêts à faire des excuses pour tout. Et eux, parce que l'utopie, le rêve, la destination est tellement importante, les excuses deviennent importantes. Donc, c'est là que ça devient facile de dire, tu sais, c'est atroce les abus de droit qui se passent à Cuba, mais le taux d'alphabétisation est élevé, le niveau de santé est élevé. Et là, on essaie d'excuser sans comprendre la nature des institutions. Puis c'est facile d'ailleurs en passant d'expliquer le taux d'alphabétisation élevé à Cuba. Premièrement, c'est une mesure absolument médiocre de la profondeur du capital humain, parce que c'est juste si tu sais lire et écrire ce qu'on appelle un dummy, c'est-à-dire oui ou non, tu sais lire et écrire. Ça ne dit absolument rien sur la profondeur de ta capacité de lire, la dimension de ton vocabulaire, la dimension de ta capacité à comprendre des concepts abstraits. C'était peut-être important en 1750 comme donnée, mais aujourd'hui... Exactement. Aujourd'hui, savoir lire ou écrire. Puis c'est facile aussi de comprendre pourquoi l'État ferait ça. Les nazis l'ont fait, l'Italie fasciste le fait, l'URSS le fait. L'éducation, l'État qui prend en rôle l'éducation dans un régime autoritaire, c'est pour faire de la propagande, c'est pour renforcer le mythe. Donc, ça devient de l'endoctrinement. En fait, si tu regardes les documents initiaux, il y a des super bons livres qui ont été faits là-dessus par exemple, Georges Diezbrick,
qui était de Harvard. Non, George Dominguez, excuse-moi. Qui a fait un livre en partie sur une grosse section sur l'éducation à Cuba. Il y a un super passage qui est dans son livre où il parle de comment est-ce que Castro définissait les éducateurs à Cuba, l'armée des éducateurs, la première ligne de promotion contre de l'anticapitalisme. Et donc, tu vois que oublie le vocabulaire. Là. La question, c'est que tu vois, oublie le vocabulaire capitaliste, anticapitaliste, tu sais que j'haïs le mot capitaliste, là, que je trouve que c'est un concept qui est utilisé par des gens qui sont absolument insipides. Mais que le fait que tu parles d'une armée d'éducateurs, que tu parles de la première ligne de défense, tu vois dans ça l'espèce de nature du régime de vouloir se préserver. Quelqu'un qui est de gauche, orwellienne, observe cet élément-là et donc est immunisé. Celui qui valorise l'utopie regarde le résultat. Ah, regarde, le taux de littératie est plus élevé. Regarde pas plus loin, ne va pas chercher des données plus importantes sur d'autres dimensions du développement cognitif. S'arrête là parce que ça valide un peu son prior. Et après ça, fait une sorte d'excuse, d'apologie qui lui permet de se tenir encore à l'utopie. Mais c'est là, je pense que je vais faire un petit commentaire, puis je vais te laisser reprendre la balle. Puis ça, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, mais je pense que la plus grande immunisation contre l'antilibéralisme, c'est d'arrêter de croire aux utopies. C'est de réaliser que le monde est imparfait, que tu dois prendre l'être humain tel qu'il est et de voir l'expérience humaine uniquement comme une tentative de s'auto-améliorer soi-même, d'explorer, et que ce n'est pas par force de loi que tu réussis à faire cette espèce d'effort de contrition, d'apprentissage, et que tu vois ça comme une quête qui est vraiment asymptotique. Donc, tu ne vas jamais rejoindre l'idéal, tu ne vas jamais être capable. Mais que tu peux t'en rapprocher, tu peux essayer de t'améliorer, tu peux essayer d'éviter des dérives. Dès que tu acceptes cette idée-là, tu rejettes automatiquement l'utopie. Et dès que tu rejettes l'utopie, ben, c'est beaucoup plus facile de ne pas se perdre, de ne pas faire des excuses. Parce qu'étrangement, ne pas être utopique, ça te permet d'être plus idéaliste. Parce que là, tu sais c'est quoi sur lequel tu ne fais pas des compromis. Il n'y a pas de compromis sur la démocratie libérale. Il n'y a pas de compromis sur ces sujets-là. La question, c'est quoi l'espace d'une démocratie libérale? Et dans la démocratie libérale, on sait qu'il y a des imperfections, on peut les tolérer, on peut essayer de les améliorer, mais voici le paramètre duquel on ne peut pas sortir. Mais on veut ce paramètre-là, et ça, c'est l'idéal de définir ce paramètre. That's it, mais il n'y a pas d'utopie, il n'y a pas de monde parfait. Et ça, c'est la plus grande immunité contre l'illibéralisme, l'antilibéralisme que tu vois chez les gens qui font des excuses comme le régime de Cuba. En plus, cette utopie-là, ben, c'est ça en plus, c'est que c'est même pas caché. C'est que quand tu lis les textes fondateurs, que ce soit Marx ou Lénine, c'est l'utopie de la société sans classe passe par la dictature. C'est écrit noir sur blanc dedans. Donc, forcément, tu sais un peu à quoi t'attendre, là. Donc, c'est clair que ça ne se fera pas. On a bien beau rêver au socialisme libertaire, puis il y a toutes sortes ça finit toujours comme ça. Puis, pendant que tu parlais, j'essaie de retrouver un article parce que je ne me rappelais plus du titre, mais je ne sais pas si tu as déjà lu c'est très court, c'est un petit papier de Robert Nozick qui s'appelle « Qui choisirait le socialisme ». Ça, c'est... S'il y en a qui ont... Ça prend 10 minutes à lire. Là. Ça, c'est quand on lit très lentement. C'est bien écrit aussi. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, par contre. J'ai juste vu la version anglaise. Oui, il y a une traduction française. Ah, super. Si tu peux me l'envoyer, moi, ça me ferait triper de le lire en français. Bon, je vais te l'envoyer. Donc, puis, grosso modo, pour les gens qui écoutent, Nozick se pose la question de savoir pourquoi, en fait, les régimes, lui, il dit socialistes, là, mais socialo-communistes, si on veut, finissent toujours ou ont toujours besoin d'emprunter la voie autoritaire pour être implantés. Bien, il dit, essayons de réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si on donnait la possibilité aux gens de choisir. Est-ce que vous choisissez le monde, prenons des grands mots, là, le monde libre ou le monde socialiste? Bien, il dit, en fait, il y a un exemple à notre connaissance où les gens ont pu choisir. C'est l'exemple d'Israël. Donc, Israël qui est un pays, disons, de démocratie libérale, là, si on peut dire ça comme ça. Et à l'intérieur d'Israël, ben, tu avais les kibbutz.
qui étaient des espèces de sociétés parallèles où tu pouvais aller, tu te dépouillais de tes biens, tu donnais ça à la communauté, puis bon, il y a des salles communes, des cafétérias communes, la maison ne t'appartient pas vraiment, ça appartient à tout le monde. Donc, bref, tu vis selon les préceptes socialistes. Et dans ce texte-là, il essaie d'être le plus. C'est ça qui est drôle, c'est que dans son texte, il essaie d'être le plus généreux possible. Il dit admettons qu'on enlève parce qu'il dit bon, OK, à une certaine époque, il y avait tant de gens qui vivaient dans ces endroits-là. Il dit mettons qu'on ne prend même pas en considération que dans un couple, par exemple, une personne des deux veut aller vivre là et que l'autre le fait pour faire plaisir à l'autre ou parce qu'il considère que s'il y a mieux perpétuer sa relation et aller vivre là que, dans le fond, refuser d'y aller puis quitter la personne. Donc, il dit, mettons qu'on enlève toutes ces considérations-là. Je pense qu'il arrivait à l'idée que dans le maximum de popularité des kibbutz, il y avait à peu près 10% des gens qui avaient choisi d'aller vivre là-bas. Donc, il dit que si vous mettez les gens dans une position de choisir quel mode de vie ils veulent, bien, vous avez, puis même soyons encore plus généreux, vous allez avoir peut-être 15% des gens qui vont choisir de leur plein gré de vivre selon cet idéal-là. Donc, pour l'imposer à un niveau national, pour avoir 50% plus 1 ou disons une majorité de gens qui veulent vivre selon cet idéal-là, encore une fois, entre très grosses parenthèses, tu n'as pas le choix de l'imposer par la force parce que ce que nous montre en tout cas, le seul exemple réel qu'on a où les gens ont choisi de vivre comme ça, ben, il n'y a jamais plus que 10-15% des gens qui veulent aller vivre là-dedans. Puis aujourd'hui, ben, les kibbutz, c'est devenu un peu un truc de bobo. Là. C'est même privé. Puis en fait, c'est des gens qui ont de l'argent qui vont s'acheter des trucs là-dedans. Je pense que la majorité des kibbutz sont même plus là, sur la base communale ou communiste. Ben, écoute, un fait en plus qui ajoute à ça, c'est il y a un livre de Ran Abraminski, qui est un économiste vraiment incroyable. Il a écrit The Mystery of the Kibbutz, Egalitarian Principles in a Capitalist World. C'est un livre d'économie. Mais il souligne que les kibbutz en Israël étaient subventionnés par l'État. Donc, c'était 15%, alors que l'État réduisait le coût économique pour les gens qui se joignaient au kibbutz en faisant payer d'autres parties pour ça. Donc, clairement, tu as une surproduction de kibbutz. Donc, le 15% que tu mentionnes, je ne sais pas la popularité des chiffres, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que j'ai lu le livre de. En fait, j'ai lu le livre. J'ai lu en diagonale, là, j'ai eu des passages qui étaient importants pour d'autres recherches que je faisais. Mais Abraminski, si c'est subvention, parce que je me souviens d'un point, puis que je prends ton chiffre de 15% comme étant valide, la subvention dit que en réalité, si tu laissais ça vraiment libre, ça serait probablement encore moins que cette proportion-là. Il dit, j'ai dit 15, là, mais en fait, c'est 9. Bon, ben, tu sais, regarde, ça serait encore moins que 9. C'est 9%. Le chiffre n'est pas tant important ici entre toi et moi. Là, ce qui est important, c'est en fait, ça, j'ai toujours. Puis ici, en tête, un autre livre qui vaut la peine de recommander au lecteur. Puis c'est probablement une des penseurs que je trouve les plus influentes et les plus insignifiantes qu'il n'y a pas. Parce que simultanément, elle est overrated en même temps qu'elle est super pertinente. C'est Hannah Arendt. Et Hannah Arendt est overrated à cause qu'elle a écrit La banalité du mal à propos d'Adolf Eichmann. Eichmann à Jérusalem. C'est ça, le procès de l'architecte de la solution finale. Son propos est largement insignifiant parce que c'était beaucoup plus complexe que ça, la psyché de. Elle a un parcours intéressant, par contre. Oui, si tu t'intéresses un peu à sa vie. Là, mais en réalité, quand tu la lis, elle est effectivement fascinante sur plusieurs dimensions. Donc, j'ai toujours une sorte de relation amoureuse avec. Entre autres, son texte là, sur la suppression des partis politiques, moi, je trouvais que le propos était intéressant dedans. Ben, c'est ça. C'est là qu'on se rapproche. Puis, une des choses qu'elle a toujours souligné que je trouvais hot, c'est qu'il y a une différence entre l'unicité de l'individu et le message unique. Par définition, les idéologies qui sont utopistes ont besoin d'un message unique et donc, par définition, nie l'unicité des individus. Donc, à un niveau, tu as un conflit qui émerge entre l'harmonie que tu as besoin pour une société au complet, donc que tu veux un message harmonieux partagé par tous,
et le fait que l'harmonie entre les individus va être, par définition, hétérogène. Tu vas toujours avoir des gens qui croient des choses différentes. Et donc, tu dois nier l'unicité pour avoir le message unique. Et pour avoir l'unicité, tu dois sacrifier le message unique. Donc, il y avait cette espèce de trade-off-là qui était dans la nature du message. Puis là-dessus, je trouvais qu'Arendt avait vraiment raison. Euh, Puis c'est là la nature je pense, que ce qui rend les gens immunisés au discours totalitaire, c'est à quel point tu attribues une importance à l'individu. Et si tu attribues une importance à l'individu, puis là, encore une fois, on explore un peu, je mets des mots sur des choses que j'ai exprimées en anglais ou que j'ai juste balbutié dans le passé, c'est qu'en en mettant l'emphase sur l'individu, tu te prémunises de visions utopiques parce que tu vois que c'est impossible de l'accomplir. Et quand tu le vois comme ça, tu peux faire partie de la très, 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 très large famille libérale. Donc, ceux qui peuvent être des sociodémocrates, qui veulent un État qui fait certaines choses, mais qu'il y a un espace que l'État ne peut pas transgresser. Et que cet espace-là est quand même très, très, très large. Où tu peux avoir des libertariens qui sont. L'État n'a que ce petit espace que tu ne peux pas transgresser, peu importe c'est quoi. Mais tu as quand même une espèce d'idée, de principe que les droits des individus précèdent l'État, préexistent l'État, et que tu ne peux pas les violer à moins qu'il y ait consentement de ces gens, que le consentement est presque unanime ou quasi unanime, dépend de comment tu le regardes. Ça, c'est la grande famille libérale, mais tu remarqueras que par définition, dès que tu as dit ça, il n'y a pas d'utopie. Pas d'utopie. Tu deviens immunisé au discours Mais c'est pour qui ça que veut moi, un monde parfait. C'est pour ça que moi, j'ai toujours refusé que, ça encore là, ça dépend de comment on définit les termes, mais moi, j'ai toujours refusé qu'on définissait les oppositions politiques à, bon, extrême gauche, ou disons ce qu'il y a de plus à Ah, c'est gauche, stupide, ça. c'est un truc collectiviste totalitaire, et quand on va à ce qu'on appelle l'extrême droite, c'est aussi un truc collectiviste. Et, où tout tourne alentour de l'État. Je crois justement, je me souviens plus si c'est Hannah Arendt ou Simone Weil qui parle de ça, mais elle disait que autant disons, les nationaux socialistes que les communistes souscrivaient à ce qu'elle appelait l'idéal étatique. C'est-à-dire que, en fait, justement, l'individu là-dedans, non seulement n'existe plus ou moins, mais est vu un peu comme un problème dans la poursuite justement de ce qu'elle appelle l'idéal étatique. Donc, dans un cas, ça va être la société sans classe, puis dans l'autre cas, ben, ça va être la race aryenne ou, je ne sais pas moi, l'espace vital, ou appelez ça comme vous voulez, mais on peut le plaquer sur plusieurs cas. Mais dans les deux cas, ce sont des régimes qui fonctionnent un peu de la même manière, parce que l'individu doit être sacrifié, doit être oublié, doit être effacé, doit être assimilé à cette espèce d'idéal-là qu'on a. Et tout ce qui ne rentre pas dans l'idéal, ben, ça devient moral de s'en débarrasser. Donc, dans un régime qui ne reconnaît pas les religions, ben, la liberté de culte, ça doit être effacé parce que l'absence de religion est l'idéal de l'État. Dans un autre, ça va être bon, ben, le bourgeois, lui, ou le juif, ou peu importe, on peut le foutre en prison ou le mettre dans un camp parce que ce qui est toujours plus important que les droits individuels, lui, l'État, c'est l'idéal à atteindre ou l'utopie à atteindre. Mais moi, dans ce cas de figure-là, si on définit le cadre politique plus alentour de collectivistes ou étatistes et les gens qui sont plus libérales, moi, je refuse qu'on accole le mot, entre guillemets, droite à ce genre de régime-là. Moi, je trouve ça complètement taré comme Ouais. manière de poser le débat, parce que, je veux dire, si tu prends ce que raconte Hitler, tu as juste à changer juif pour bourgeois, puis en grosso modo, c'est pas mal ce que Marx raconte par rapport à la lutte des classes. Ouais, ben, je vais. Écoute, premièrement, je suis 100% d'accord avec toi parce que tu as remarqué que dans la définition que j'ai faite de la grande famille libérale, ça pouvait inclure des sociodémocrates, comme ça pouvait inclure des libertariens, des Exact. anarcho-capitalistes, de la gauche hyper à gauche, mais qui est volontariste. Euh, Ce que j'excluais, c'était les mouvements anti-libéraux, donc dans le même package deal. Puis ça, c'est
c'est, je pense, une meilleure manière de voir les choses. Puis ça fit un peu avec un propos que j'aime beaucoup d'Arnold Kling, qui parle les trois langages de la politique, sur comment les libertariens, généralement, parlent sur l'axe volontaire, coercitif. La gauche a tendance à parler sur l'axe oppresseur-opprimé et les conservateurs ont tendance à mettre l'emphase sur l'axe barbarie versus civilisation. Et que c'est possible des fois d'avoir des éléments qui se recoupent entre les trois familles dans une certaine discussion, des éléments de similarité. Et je pense que c'est là que tu peux voir un peu l'idée que l'axe gauche-droite est complètement débile, mais que la chose qui va transcender tous ces axes-là, c'est que la gauche oppresseur-opprimée va reconnaître qu'un régime autoritaire, antilibéral, va être par définition oppresseur. Les conservateurs vont reconnaître la même chose. Tu lis des Russell Kirk, tu lis des William F. Buckley, tu lis des Chesterton, tu vas avoir la même chose. Tu vas avoir que les régimes autoritaires sont des régimes qui nient le droit naturel des gens, sont donc des régimes barbares. Et finalement, chez les libertariens, c'est très simple, c'est de la coercition. Donc, tu peux voir que ces axes-là, c'est possible d'avoir des gens qui sont de gauche dans la même grande famille que moi, tant et aussi longtemps que leurs positions sont dans l'idée qu'il y a un périmètre dans lequel l'État a le droit d'opérer et qu'on débat la taille de ce périmètre-là, mais que fondamentalement, le droit des individus précède l'existence de l'État et que l'État peut être naturellement le bourreau de nos libertés. Fait que pour ça, par exemple, que tu remarqueras quand j'écris souvent, comme par exemple, j'ai un article scientifique que j'écris sur le droit de vote des femmes au Québec et l'effet économique que ça a eu. Mais en fait, pas l'effet économique, l'effet sur les dépenses publiques, parce que je teste une sous-théorie vraiment très, très pointue sur le fait que tu as changé le voteur médian. Mais ça, c'est pas important. Mais dans la phrase, mon co-auteur a écrit « In 1944, in 1940, Quebec women were granted the right to vote. » Et moi, j'ai dit à mon co-auteur, j'ai écrit, j'ai éliminé la phrase, j'ai dit, la phrase, ça disait en 1940, l'État a donné aux femmes le droit de voter. Moi, j'ai changé, j'ai écrit en 1940, l'État a reconnu aux femmes leur droit de voter. C'est subtil comme différence parce que tu remarqueras que dans l'autre, l'État est le pourvoyeur de tes, et celui qui te donne tes droits, il te confère tes droits. Alors que dans la manière dont moi je l'ai dit, c'est l'État te reconnaît un droit que tu avais toujours eu, mais qui t'avait été nié. Et si tu es dans la famille libérale, la deuxième formulation est excessivement importante parce que ce que tu viens de dire, c'est que nos libertés précèdent l'État et que l'exercice de la vie en société, c'est de négocier un périmètre dans lequel l'État existe pour justement protéger le plus possible nos libertés, donc éviter la violence, protéger contre l'abus. Et là, tu essaies de faire des justifications sur cette base-là, mais tu reconnais que c'est une bête qui peut être absolument atroce et qu'il faut la contraindre. Mais c'est possible d'être de gauche, dans la manière l'axe gauche-droite. C'est pour ça qu'un peu l'image que j'ai toujours aimée, c'est un peu, au lieu d'avoir une ligne pour gauche-droite, c'est un fer à cheval. Où est-ce que tu peux avoir le centre du fer à cheval en haut, c'est comme le centre politique. Mais là, tu peux avoir des gens de droite libérale, de gauche, social-démocrate, qui sont très proches l'un de l'autre parce que c'est dans une courbature. Et dans cette curvature, j'oublie c'est quoi? Courbature? Curvature. Courbature, c'est ça? Ça serait ça la traduction? Oui. Parce que tu vois que mon langage technique de mathématiques que je transfère, de géométrie et de mathématiques, quand je le transfère en français, c'est toujours atroce. Mais l'idée de la courbature de ça, c'est que les différences sont quand même assez, tu sais, sont prononcées en haut à cause de ça. Mais quand tu arrives en bas, aux extrêmes, les extrêmes se ressemblent beaucoup pratiquement parce que là, tu as plié la ligne. Fait que là, tu sais, ça a l'air qu'une gauche libérale, puis une gauche social-démocrate, puis une droite libérale sont très, très loin l'un de l'autre parce qu'ils sont au point les plus éloignés sur le fer à cheval. Mais quand tu arrives en bas aux extrêmes, donc que tu compares
des communistes avec des nazis, oui, il y a des différences. Ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Mais quand tu les regardes dans cette manière-là, c'est OK, il y a des différences, mais ils sont largement esthétiques, alors qu'au pratico-pratique, les deux mènent à la même chose, des violations de droits humains, de la violence organisée, systématisée, bureaucratisée, et là, et les résultats sur le bien-être global des collectivités est absolument atroce. Je pense que l'idée du fer à cheval est beaucoup plus pertinente que celui de l'axe gauche-droite. D'ailleurs, quand j'entends quelqu'un dire gauche-droite, j'entends aussi souvent soit un effort de simplifier la conversation, parce que des fois, c'est juste plus simple d'accepter les termes et de ne pas réinventer la roue, ou bien juste une incapacité de penser de manière très sophistiquée. Oui, mais c'est sûr que des fois, on prend des raccourcis parce que, comme tu dis, pour simplifier, là, si tu veux parler avec quelqu'un, s'il faut que tu commences à aller toujours dans toutes les nuances, ouais, mais lui, dans le fond, c'est plutôt. C'est impossible. Lui, c'est un minarchiste, ou je sais, ouais, ça. Ah, t'as pas fini. T'as pas fini. Non, c'est ça, ça finit plus. Mais tu sais, j'en reviens. En fait, c'est drôle parce que le Cuba, l'URSS, ça a été un exemple désastreux, ça s'est effondré. À un moment donné, il y avait la mode des maoïstes, là, dans les années 70, même 80, tu en avais au Québec. Eux autres, ils se réclamaient de Mao. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils l'ont fait. Après ça, ça a été Cuba. Le dernier à la mode, ça a été le Venezuela. Donc, je comprends que Je comprends que le Venezuela n'est pas un État communiste à strictement parler, mais quand même, ça a été une révolution socialiste avec. C'était 2 doigts de Bourbon. Oui, c'est ça. Disons que si on veut être très, très honnête intellectuellement, on ne peut pas dire que c'était communiste à proprement parler, dans le sens que tu avais quand même le droit d'avoir une petite entreprise puis ce genre de choses-là, là, bien que les grands secteurs d'économie avaient été nationalisés par Chavez. Mais je veux dire, il faut quand même se rappeler que, puis là, je ne veux pas faire de méchanceté politique, mais il y a quand même un parti au Québec qui organisait des voyages au Venezuela pour aller voir à quel point c'était beau. Là. Ben, encore une fois, ça revient à. Ouais, écoute, vraiment, j'ai une joke qu'il faut que je fasse. Puis ça, c'était. Rappelles-tu, en 2016, les Cubs de Chicago avaient gagné le World Series au baseball. Puis c'était rare parce que les Cubs ne gagnent jamais. Ouais. Et je me souviens d'un collègue qui a dit, tu sais, maintenant, c'est quoi la différence entre les Cubs et le socialisme? J'ai dit non. Puis après ça, j'ai ri, puis vous allez rire. C'est que les Cubs, au moins, gagnent une fois aux 108 ans. Donc, il y a au moins une victoire. The Cubs have a win at least every 808 years. Et ça devrait dire, c'est pour venir un peu à l'idée qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire c'est pas la bonne version, c'était pas la bonne forme. Il y a toujours des excuses parce que l'utopie est plus importante. Le rêve est plus important. Puis en plus, ce qui est encore plus drôle avec l'exemple du Venezuela, c'est que souvent, il y a chez les mouvements de plus à gauche, puis relativement à juste titre, des fois, une critique de l'espèce de bigoterie là, de certains mouvements plus à droite, là, disons, ou en tout cas associés à à un côté plus religieux, mais il n'y avait pas plus religieux que le régime chaviste où il se prétendait être le représentant du Christ révolutionnaire. Tu peux voir ça sur Internet, il y a un gars qui avait traduit même en français des discours de Chavez. On pouvait voir ça sur Internet. Il se réclamait de Jésus, il se réclamait du bon Dieu, puis de tout ce que vous voulez. En fait, c'était pratiquement une théocratie religieuse, le Venezuela. Puis mais tous les dictateurs investissent dans un culte de la personnalité. On oublie, par exemple, que Mussolini, par exemple, dépensait 8 heures par jour à réécouter ses propres discours, à pratiquer ses mimiques. Donc, tu vois des vidéos de Mussolini dans des documentaires, puis il va faire les babounes, les images, les maniérismes incroyables avec le langage verbal, la main sur le côté avec les trucs comme ça. C'était pratiqué. Des heures incroyables étaient pratiquées. Pourquoi? Parce que ce qui était important, c'était de générer le culte de la personne. Et le mot culte de la personne ici devrait être absolument indicateur parce que ce qu'il indique, c'est qu'on créait une forme de dévotion qui était incroyable. Et c'est pour ça que j'ai tendance à croire que ceux qui font l'apologie croient vraiment à l'utopie qu'ils veulent. Ce sont des intellectuels, généralement, qui ne payent pas le prix de leur croyance. Parce que l'intellectuel, fondamentalement, ce qui le distingue de la société, c'est que ce qu'il produit est fondamentalement ce qu'il consomme.
et il ne paye pas les coûts de ses idées. Donc, Mhm. quand tu produis une idée, tu ne payes pas le frais de ton idée. Tu peux proposer un idéal. S'il ne se matérialise pas, tu payes zéro coût. Ben oui, tu Mais le tu as vis tous les pas. bénéfices. C'est facile de vouloir le communisme quand tu ne vis pas dans un goulag. Là. Oui, mais tu as tout, exactement, mais tu as tout l'avantage, le prestige, l'image qui vient avec. Ce qui me fait dire que ceux qui défendent sont généralement, je pense, de bonne foi. Je pense qu'ils ont juste une structure d'incitation différente, mais qu'ils croient vraiment à leur rêve et que ça leur fait mal de voir leur rêve ne pas se réaliser comme ils voudraient. Et je ne peux pas les blâmer parce que le désir humain de la bonne intention est tout à fait noble. Ouais. Mais les dictateurs qui se disent d'une idéologie, je ne les crois pas. Et c'est là la distinction parce que je pense que les dictateurs, tout ce qu'ils voient, c'est un instrument pour accéder au pouvoir. Et on le voit dans le fait qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, il y a toujours une version de leur régime qui apparaît à eux. On n'oubliera pas, par exemple, que dans les années 30, 40, dans les années avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, ben, on avait tendance à catégoriser le parti nazi comme une sorte de copie du parti fasciste en Italie. Mais là, lui-même s'est distingué. Et en fait, quand on regarde l'histoire des relations diplomatiques entre l'Italie et en Allemagne nazie, tu vois qu'il y a toujours une tension basée sur l'image que chacun essaie de s'inventer et chacun a son culte de la personnalité. À l'intérieur des mouvements soviétiques, tu avais le maoïsme, le stalinisme, le trotskiyisme, et il fallait que chacun ait son propre culte de la personnalité, que c'est le Kim Il-sungiste en Corée du Nord, que c'était l'idéologie des Khmers rouges qui était différente de tous les autres communismes. Le chemin de la libération de Shining Path au Pérou, différent. Le castrisme, c'était différent. Chacun avait sa propre version de ce qu'était le communisme. Pourquoi? Parce que tu l'adaptais aux contraintes comme dictateur dans ton pays d'origine. Et en l'adaptant à tes contraintes, qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu avançais ton intérêt, une narrative qui défendait ton pouvoir à toi. C'est pour ça que quand les gens me disent, ils me parlent des dirigeants qui arrivent au pouvoir, ce que je vois, c'est que ces gens-là qui veulent un pouvoir absolu, qui sont prêts à demander ce pouvoir absolu-là, ce que j'entends, ce que je vois, c'est la soif de pouvoir avant tout et que toute la justification n'est qu'un instrument, n'a pas une finalité, l'intention n'est pas là. En fait, tu même, écoute, même dans des pays comme Haïti, tu avais du voyeurisme avec Papadoc, qui avait son propre langage de répression avec sa police, que j'oublie le nom de sa police secrète qu'il y avait, mais qui faisait référence à une légende d'un personnage qui venait capturer les enfants qui ne se comportaient pas et que les enfants disparaissaient. Mais ça, c'était le nom de la police secrète, le surnom qui était donné à la police secrète. Ça faisait partie du culte et tu vois que ça puise dans un imaginaire, dans une justification qui permet aux dirigeants, à toute fin pratique, d'invoquer la peur chez les gens qui le dominent pour qu'ils sentent l'incapacité de coordonner une action avec d'autres rebelles. Même Saddam Hussein avait le culte de Saddam Hussein. Tu remarqueras, il y avait des statues gigantesques de lui, Ceausescu en Roumanie. Les gens ne comprennent pas que les dictateurs, ce que c'est fondamentalement, c'est des gens comme vous puis moi qui veulent maximiser leur bien-être. C'est juste que ils ont peut-être l'absence de certaines malaises moraux à l'idée par certains moyens, ou bien ils se sont fait la délusion qu'ils faisaient pour la bonne chose. Ce qui est arrivé un peu à Ceausescu quand il était surpris que les gens se mettent à le huer dans un discours en Roumanie. Là. Donc, croyez jamais les gens qui sont prêts à faire, donc les intellectuels, le résumé de mon propos, c'est croyez pas les intellectuels qui se mettent à faire l'excuse de régimes qui ont des caractéristiques autoritaires, tout simplement parce qu'ils sont en train d'en faire l'excuse pour leur bien-être à eux et ne justifier et n'excuser jamais le dirigeant d'un tel pays parce que lui, ce qu'il vous fait, c'est de la frime. Ouais. En terminant, quel bord tu penses que ça peut prendre? Penses-tu que moi,
Non, moi, je suis pessimiste. Moi, je suis, ben, en fait, depuis l'histoire, en fait, ben, j'ai toujours été un peu pessimiste de nature, mais depuis l'histoire de Juan Guaido au Venezuela, puis en fait, tout ce que le dirigeant a besoin, c'est de faire durer la crise un peu. Tout ce qui dure finit par s'estomper. Puis en plus, comme les Cubains ne sont pas très protesteurs en général, 3-4 coups de matraque, habituellement, ça rentre dans l'arène. Là. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que ça va s'estomper, malgré que ça avait l'air quand même assez intense ce qu'on a vu. Je sais Écoute, pas. C'est dur de je suis se aussi, mouiller, mais je je suis pense aussi pas qu'on va. Ouais. je suis aussi pessimiste que toi pour deux raisons. La première, c'est vraiment un cas empirique. C'est que tu regardes les anciens pays du bloc soviétique, à l'exception des trois pays baltes, puis peut-être la République tchèque, la transition a été particulièrement pénible, mais vraiment pénible, vers ce qu'on appellerait une démocratie libérale. Donc ça, c'est la première chose. Puis non seulement ça, mais j'ai même des articles sur la transition, par exemple, en Serbie. Donc, j'ai un article, il y en a qui s'intéressent dans New Political Economy sur la privatisation en Serbie, puis on montre que ça a été un flop total parce que les règles du jeu ont été faites pour continuer le régime ou continuer de favoriser les anciens membres du régime avec un nouveau déguisement. Il n'y a fondamentalement pas une tonne qui a changé. Ouais. Donc, tu sais, tu as cet effet-là. Mais il y a aussi un argument qui est plus historique ici. C'est que le processus dans lequel ce qui fait une démocratie libérale, c'est pas quelque chose qui se fait overnight. Ouais. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de cultivation par la société civile. Parce que ce qui se passe, c'est que ce qu'on veut, c'est de la gouvernance. Et la gouvernance peut se faire en partie par le gouvernement, mais aussi par la société civile. Et ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas complémentaires et parfois substituts. Puis la manière de développer ça, c'est vraiment quelque chose que tu pratiques, que tu testes, que tu joues à la marge. Et c'est pour ça que les sociétés qui sont des démocraties libérales ont une longue histoire d'expérimentation. Tu sais, l'Angleterre, qu'on dit comme la première grande démocratie libérale qui perdure encore aujourd'hui, le processus de démocratie libérale de la Grande-Bretagne commence en 1215. Ouais. Culmine à presque son maximum en 1688, étend la franchise en 1832, étend la franchise aux femmes en 1913-14, j'oublie la date pour le droit de vote des femmes en Grande-Bretagne. L'exercice de devenir une démocratie libérale a pris presque un millénaire en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, on parle d'un processus pénible de 400 ans. Au Canada, on parle d'aussi 400 ans. La France, le va-et-vient entre un empire, entre la République, le monarque, un retour à la monarchie, le retour d'un empire, une démocratie, le processus de cultivation de la démocratie libérale est tellement long que quand tu le détruis, c'est pas comme si elle allait repousser comme ça du jour au lendemain. Non. Tu ne pouvais pas t'attendre à ce que la Russie, la minute que le bloc est tombé, que la Russie allait devenir une démocratie libérale comme ça en claquant des doigts. C'était sûr qu'après que la trace, l'ombre d'un siècle, pas exactement un siècle, mais en fait, oui, on peut inclure le tsar comme une forme de dictateur. Un siècle et même plus dans ce cas-ci de dictature, c'est sûr que ça laisse une cicatrice. C'est sûr que ça laisse un ombrage. C'est sûr qu'il y a une certaine persistance. Alors, ce qui me rend dépressif à l'égard de Cuba, c'est à quel point ça va être persistant parce que c'est difficile de faire la transition. La seule chose que je peux dire, que je pense qui est valide, c'est qu'est-ce qui ferait en sorte que la transition peut se faire, c'est que les pays occidentaux ne devraient rien dire dans le processus. C'est un exercice qui devrait être propre aux Cubains. On ne devrait pas les encourager, les décourager. On ne devrait rien dire. Je pense que la seule et unique meilleure politique qu'on a à l'égard de Cuba, c'est le libre-échange et laisser aux Cubains le droit de quitter Cuba pour d'autres sociétés pendant cet exercice-là. Comme ça, au moins, ça crée une sorte de contrainte un peu sur le gouvernement cubain en donnant à ses citoyens des options
Comme ça, ils peuvent s'enfuir s'il y a un retour à la dictature ou si le régime ne rend pas ses promesses, les gens peuvent quitter. Comme j'ai toujours dit, je me contrefous de tous les pays sur Terre. Je me soucie uniquement des individus dans ces pays-là. So, comme je disais à mes étudiants, I don't give a shit about Haiti. I care about Haitians. Fait que c'est juste un rocher, là, c'est juste un morceau de terre. Exact. C'est la qualité de vie des gens qui sont là. Puis si on n'est pas capable de l'avoir à cet endroit-là, ben, pourquoi pas les laisser venir ici? Fait que c'est peut-être la seule chose que je dirais, parce que tu dois les laisser faire leur propre exercice eux-mêmes. Comme ça, au minimum, il y a comme l'espèce d'effet de c'est notre responsabilité, c'est notre résultat. Et tu ne peux pas blâmer les États-Unis, tu ne peux pas blâmer la France ou l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Tu es maintenant responsable de ton malheur et de ton bonheur. Et dans ce cas-là, ça prive au moins un dictateur un argument s'il en réussit à prendre le pouvoir. Mais à cause de la durée que ça prend de faire la transition et la difficulté de la chose, je le souhaite, je ne l'espère, je l'espère, mais Ouais. Ouais, si ça change, ça risque peut-être plus d'être en mode Gorbatchev. Là. Ah, finalement, on ne sait plus trop quoi faire. On met on baisse les bras, puis bon, après ça, on ne sait jamais ouais. trop ce que ça peut donner aussi. Oui, mais il ne faut pas oublier une petite chose bien vite, puis ça, on peut closer avec ça, mais Mhm. c'est généralement ce qui fait que des régimes totalitaires ou autoritaires se réforment, c'est des chocs exogènes. Donc, tu sais, par exemple, ce qui a tué l'URSS, c'était pas l'ouverture de. C'était pas Glasnost, c'était Tchernobyl. Tchernobyl a Ouais. tellement cassé l'URSS. Les gens oublient ça, mais le coût que ça a eu en termes de finances pour l'URSS, en termes de dommages économiques, dommages réputationnels, Tchernobyl a probablement eu plus d'effets qu'on réalise sur Ouais. l'implosion de La guerre l'URSS. en Afghanistan, c'était pas une idée géniale non plus. Ça, Non, ben exactement, là, mais pour Cuba, on le voit maintenant, qu'est-ce qui a causé la crise? C'était un choc largement exogène qui n'avait rien rapport avec ce que le régime faisait avant. Il était juste à cause que c'est une dictature, généralement pas capable de gérer des problèmes d'information ou d'incertitude. Ben, boum, ça leur explose en pleine face. Et ce qui pourrait permettre peut-être des réformes, c'est à quel point tu donnes aux options maintenant, tu donnes aux gens l'option de quitter. Puis c'est pour ça que ma réponse, c'est que maintenant, le Canada devrait faire, par exemple, la meilleure chose que le Canada pourrait faire, c'est faire ce que la Grande-Bretagne a fait pour Hong Kong, par exemple, c'est dire tous les Cubains maintenant qui veulent quitter Cuba, vous êtes bienvenus au Canada. Ça, là, ça aurait probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets positifs. Puis j'aime bien la nourriture cubaine, donc s'il y a plus de restaurants cubains à ah, Montréal, c'est ce serait un bénéfice pour moi indirectement. ça. Ah, fait qu'on se laisse sur une petite note foodie. Ciao. La semaine prochaine, Ciao. peut-être que Yann sera long, on ne le sait pas encore. Ouais, finalement, hein?